Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir Sud Radio, bonsoir la France. Comme chaque dimanche à 19h, on se retrouve pour une heure d'excellence, de passion et de belles rencontres parce que c'est excellent. Et oui, ce soir, 2 livres pour vous, attention, et pas n'importe lesquels. D'un côté, une grande voix, une artiste que vous connaissez tous, Natacha Saint-Pierre. Alors Natacha, vous nous venez avec votre très joli livre, Mes très chères saintes. C'est sorti aux éditions du Rocher. Mais aussi un nouvel album, apparaître le 26 septembre, Ma plus belle histoire d'amour. Quel programme, on a hâte. D'ailleurs, j'ai réussi à en décoter 2 petits extraits, on va écouter ça tout à l'heure. Bienvenue sur Sud Radio. Avec plaisir. En face de vous, Natacha, une personnalité familière de Sud Radio, puisque vous pouvez le retrouver notamment dans Sud Radio Rugby. J'ai nommé Philippe Spanghero. Alors Philippe, vous êtes un ancien rugbyman, vous êtes devenu entrepreneur et maintenant auteur. Et vous signez Au nom du clan, c'est sorti aux éditions Alizio. C'est une plongée dans l'univers des fils et des fils d'eux, mais pas que. Ce que ça veut dire aussi, vous nous parlez de ce que signifie la loyauté familiale, la transmission et tout ce qui va avec. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Plaisir. 2 parcours, 2 univers, une même exigence se racontent avec sincérité. Bienvenue à vous 2 sur Sud Radio. Et vous, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue chez vous. Alors, Natacha Saint-Pierre, votre livre, Mes très chères saintes, est sorti aux éditions du Rocher. Je vais faire un petit pitch pour les auditrices, pour les auditeurs. Alors déjà, c'est une œuvre très personnelle, spirituelle, et vous partagez finalement votre cheminement à travers une rencontre avec 10 saintes qui incarnent des qualités essentielles. Alors par exemple, on parle du courage de Jeanne d'Arc ou de l'audace, par exemple, de Thérèse de Lisieux. Il y en a bien d'autres, évidemment. Il y en a donc une dizaine, on l'a dit. C'est un hommage, en fait... aussi à la place souvent méconnue des femmes dans l'Église, ça c'est important de le dire, et puis aussi une invitation à puiser dans leur exemple pour mieux avancer dans nos vies. Alors première question, est-ce que vous avancez mieux dans vos vies maintenant que dans votre vie, peut-être dans vos vies d'ailleurs, si vous en avez plusieurs? Oui, on en a plusieurs, voilà. On a la vie de maman, on a la vie d'amoureuse, on a la vie de chanteuse, de comédienne, d'auteur, et donc dans toutes ces vies, j'avoue m'inspirer du courage de ces femmes, de leur abnégation, de leur capacité à ne pas accepter d'être mises dans des cases. Certaines cases étaient imposées par différentes sociétés à différentes époques. Et ces femmes-là, par conviction, la leur était une conviction religieuse, ont décidé de s'affranchir de ces dictates, de ces cases. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes que nous sommes, quelle que soit notre conviction profonde, on a matière à trouver l'inspiration dans ce livre-là à travers ces femmes pour s'affranchir des dictats de notre société d'aujourd'hui. On parle de résilience, quoi, en fait. C'est le mot qu'on utiliserait aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'est intéressant comment vous les avez découvertes, ces femmes. C'était lors de votre tour de chant dans des lieux de culte. Alors, sur la présentation d'un album sur Jeanne d'Arc, vous avez remarqué sur l'autel 10 noms de saintes. C'est ça qui s'est passé. Ça vous a surpris, ça vous a touché. Et du coup, vous êtes allé chercher un petit peu qui c'était. Et vous avez eu envie, du coup, c'était logique de les raconter, quoi. Oui, comme vous, je connais les noms de certaines saintes, comme Sainte Catherine, Sainte Geneviève, sans trop connaître qui elles sont. Je connaissais très bien Thérèse de Lisieux et Jeanne d'Arc parce que je les ai étudiées. Et le curé avait eu l'idée de faire graver sur son autel le nom de 10 femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église. Parce qu'on ne les cite pas assez souvent. C'était un curé engagé, quoi. Un curé engagé. Et je me suis dit, waouh, je devrais en faire un album. Et je n'ai pas réussi à faire aboutir ce projet d'album. Je ne trouvais pas comment l'articuler. Et avec le temps, ça s'est articulé en livre. Et j'en suis plutôt assez contente parce que rechercher sur la vie de ces femmes m'a permis de découvrir beaucoup sur elles et de découvrir un peu sur moi aussi. Forcément. Alors, on se dit qu'effectivement, ça ferait un bon album parce que le courage pour Jeanne d'Arc, une chanson sur le courage, par exemple, puis l'audace rebelle de Thérèse de Lisieux, l'abnégation de Jeanne Beretta Molla, la persévérance de Thérèse Bénédicte de la Croix, c'était vraiment des saintes, j'ai envie de dire, et surtout c'est des exemples. Oui, c'est des exemples, mais ce ne sont pas des femmes qui ont été à tout point de vue parfaites, et c'est ce qui est intéressant aussi. C'est des saintes humaines. Ce sont des saintes humaines qui ont eu des moments de doute, qui ont eu des failles, qui sont parfois tombées, qui se sont relevées, et elles nous montrent aussi, à travers tout ça, la persévérance. Bien sûr. Et puis il y a aussi un point de vue intéressant, c'est que pour vous les églises, c'est pas que des espaces religieux, c'est de l'art, c'est de la beauté, puis c'est notre histoire, quoi. Il y a beaucoup de patrimoine dans les églises. Moi, j'ai la chance de le côtoyer régulièrement puisque j'ai fait 10 ans de tournée dans les églises. Donc, j'ai vu énormément d'églises en France et il y a une quantité d'œuvres d'art. Il y a toute l'histoire de la France qui est retracée dans ces lieux de culte. Et parfois, que pour voir la beauté des lieux, ça mérite d'y entrer. Bien sûr. Et puis aussi parce que l'exaltation, elle commence par le plaisir de voir et d'entendre, quelque part.
Mais oui, y a cette phrase pour une chanteuse, célèbre. C'est important. Bah oui, mais il y a cette phrase célèbre que disait le patron des Petits Frères des Pauvres qui nous invitait à amener la beauté aussi quand on amenait à manger, parce que pour lui, nourrir l'âme était tout aussi important que nourrir les corps. Et ça, vous le ressentez, vous? C'est quelque chose qui vous meut, en fait, dans votre vie en général, j'imagine, aussi quand vous montez sur scène, peut-être? Oui, je trouve que la beauté, en général, aide les gens à se sentir bien, en fait. Et ça donne du sens à vos engagements divers? Moi, en tout cas, avoir un peu de spiritualité dans ma musique donne un sens à ma musique. J'ai l'impression de ne pas être qu'un clown, parce que divertir, c'est génial. Divertir en apportant quelque chose de plus profond, c'est encore mieux. Bien sûr. Alors, Natacha Saint-Pierre, il y a aussi une question qu'on se pose toutes. Est-ce qu'on est capable, nous, les femmes, ou moi, par exemple, en lisant votre livre, est-ce que je serais capable d'être aussi courageuse ou de prendre un chemin aussi inspirant que ces femmes-là? J'imagine que, évidemment, c'est une question que vous vous posez aussi et qui est même centrale dans le livre, en fait. Il y a certaines de ces femmes qui vont vous parler plus que d'autres. Et c'est là où vous êtes dans votre vie à un instant T quand vous lisez le livre. Et avec le temps, ce livre est vieilli avec vous et vous allez vous dire ah ben tiens, j'ai acquéri telle qualité et là, celle dont j'aurais besoin dans ma vie d'aujourd'hui, c'est plus du courage. Et à d'autres moments de votre vie, ça va être plus de la rébellion parce qu'on n'a pas besoin de la même qualité à tout moment de notre vie. Et ce que je trouve, en tout cas, ce que ça a eu comme répercutante pour moi, c'est de me rendre plus heureuse. Parce que plus on s'entraîne à avoir ces qualités-là, parce que c'est pas inné pour nous, simples mortels, plus on s'entraîne à faire preuve de ces qualités, plus ça devient des automatismes, parce que l'esprit a une mémoire, comme le corps, comme nos muscles ont une mémoire, ça fonctionne exactement de la même manière. Et après, pour nous perturber, il va falloir un événement, un élément perturbateur beaucoup plus gros que quelques mois en arrière. Ça vous apprend à vous aimer, en fait, aussi, c'est ça que vous dites? Ça m'apprend à m'aimer, ça m'apprend à être heureuse, parce que les petites choses du quotidien me perturbent beaucoup moins. Et plus j'avance, plus les moyennes choses me perturbent moins. Et je me dis peut-être que pour mes 90 ans, je serai le calme dans la tempête. L'apaisement total. On aimerait bien tous y tendre, d'ailleurs, en ce moment. C'est le but, non? Ouais. Alors, il y a aussi, on pourra y revenir comme 2 minutes, cette place des femmes dans l'Église qui est souvent méconnue et leur influence spirituelle. L'idée, c'est de leur redonner voix aussi à ces figures féminines. Il y a aussi Sainte Geneviève et sa ténacité, puis évidemment la résilience, on en reparle, de la Vierge Marie. Tout à fait. En fait, dans beaucoup de domaines, on a un peu caché le travail des femmes. Dans la musique, on a récupéré les partitions qui étaient faites par des femmes, on leur a mis des noms de mecs. Il y a certaines femmes qui, auteurs, pour pouvoir être publiées à une époque, ont signé avec un nom masculin. George Sand, par exemple. George Sand, par exemple. On a Pierre et Marie Curie. Il y a pas mal de choses qui sont attribuées... Deux Nobelisés, mais bon. À la mauvaise personne. Mais... chez les saintes, personne ne s'est attribué leur mérite, juste on n'en a pas vraiment parlé. Et ces femmes-là, si on prend juste Sainte Geneviève que vous avez citée, elle a épargné à Paris des combats il y a très 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 longtemps par la ruse, par la ténacité, parce que tout le monde lui disait il faut fuir, et elle a dit si on fuit, on fuira toute notre vie, on va rester. Et elle a fait courir le bruit qu'il y avait un grave virus sur Paris, et les soldats de l'armée adverse ne sont pas venus. Comme quoi. Alors, si on fuit, on fuira toute notre vie. Ça résonne tout particulièrement en ce moment, j'ai envie de dire, Natacha Saint-Pierre, par rapport à l'époque contemporaine qu'on vit, où on a envie de fuir souvent cette espèce de bazar ambiant. Est-ce que c'est pas une manière, justement, aussi, votre livre, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de rappeler tout à fait. Finalement, moi j'ai un truc, ce que je fais, c'est que notre cerveau il est un peu mal fait, et quand on se pose des questions sur un problème, notre cerveau reptilien va réfléchir et nous donner une situation qui fonctionne maintenant, et donc pas à long terme, et on va donc avoir des réactions d'urgence. Et souvent je me dis, ok, là j'ai 44 ans, qu'est-ce que la moi de 50 ans dira en regardant cette situation? Et j'essaie de répondre comme la moi de 50 ans. Alors, j'ai peut-être pas la sagesse de la moi de 50 ans, mais je trompe mon cerveau et ce n'est plus mon cerveau reptilien qui répond. Et du coup, je réfléchis plus. C'est mon cervelet qui va travailler et qui va me donner une réponse
qui est moins empreinte de cortisol et d'adrénaline. Philippe Spanghero, je rappelle votre livre Au nom du clan. Vous parlez d'héritage, de transmission, de ce qu'on porte en soi aussi, à travers le nom et puis l'héritage familial. Natacha, elle se penche sur ces figures de saintes qui incarnent aussi cet héritage spirituel et puis des modèles de vie. Alors si je pousse un peu, son approche, elle résonne avec votre propre quête à vous d'identité et de sens finalement. La quête de sens de Natacha me parle beaucoup. En plus, j'ai eu le plaisir d'échanger avec elle il y a quelques mois. Oui, vous avez fait un podcast tous les deux. Et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'elle me parlait justement de cette recherche et du moment où elle avait mis entre parenthèses sa carrière pour devenir infirmière, pour vraiment savoir quel était le sens de sa vie. Et c'est fou cette histoire. Ouais. Elle a trouvé quelques réponses a priori et aussi une forme d'apaisement, j'imagine. Et donc oui, cette quête de sens, elle est très importante pour moi. Et l'objet du livre, c'est de dire que je pense qu'on est dans une époque assez particulière où on a un peu de mal avec les notions d'héritage et de transmission. Et qu'il soit familial ou sociétal, notre héritage, je pense qu'il faut savoir l'affronter parce que ça nous donne des clés, ça nous arme pour affronter le monde, mieux le comprendre et savoir concrètement quelle est notre place, ce qu'on veut en faire et ce qu'on veut laisser. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, en fait, si je résume. C'est simplement, c'est vraiment ça le fil rouge du livre. Et la question, c'est notre libre arbitre. À quel moment on l'a vraiment Est-ce qu'on l'a vraiment ? C'est une vraie question. Et je souris à l'échange avec Natacha parce que là aussi, il est question de cerveau reptilien, de lutter contre son cerveau reptilien et d'essayer de conscientiser tout ça et de se poser ce genre de questions. Alors, c'est assez intéressant parce qu'au travers de toutes les histoires que je raconte, des histoires de vie, il y a 10 portraits, 10 histoires de famille. Enfin, 10 et 10, avec la vôtre. Du coup, c'est ça, avec la mienne 10. Et donc, c'est intéressant de voir à quel moment de vie tout ça se passe parce que c'est très différent en fonction des histoires personnelles. Mais il y a quand même cette volonté, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai voulu montrer, et les questions que j'ai voulu poser aussi aux lecteurs, cette volonté d'être dans une démarche proactive de réflexion sur la quête de sens et le questionnement lié à son héritage. Eh bien, vous allez pouvoir nous en dire plus dans un instant. C'est excellent, vous emmène dans l'univers des talents qui font bouger la France et c'est sur Sud Radio, en compagnie ce soir de la chanteuse et auteure Natacha Saint-Pierre et puis du rugbyman devenu consultant, auteur, animateur, entrepreneur. Enfin, ça en fait des trucs, j'ai bien descendu Philippe Spanghero. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est votre bon réflexe du dimanche parce que tout simplement, c'est excellent. Vous êtes en compagnie ce soir de Natacha Saint-Pierre et de son joli livre, Mes très chères saintes, c'est sorti aux éditions du Rocher. Sans oublier son nouvel album, apparaître le 26 septembre, Ma plus belle histoire d'amour. Et Natacha est accompagnée de Philippe Spanghero, ancien rugbyman, entrepreneur, auteur et j'en passe, qui signe Au nom du clan. C'est sorti aux éditions Alizio. Alors, Philippe Spanghero, Au nom du clan, donc, vous nous interrogez. Porter un nom célèbre, est-ce que c'est une chance, un moteur ou est-ce que c'est un fardeau ? Ça, c'est une des premières questions importantes. Il y a votre témoignage, il y a ceux d'autres héritiers. Il y a Marita Barly, il y a Laurent Tapie, Emmanuel Galabru, Ariane Daguin ou encore Pierre C qui est au GIGN, parmi tant d'autres. Vous explorez le dilemme finalement entre loyauté familiale, volonté d'émancipation, puisque ça veut dire la transgénérationnalité aussi. Qu'est-ce qu'on récupère ? Qu'est-ce qu'on récupère ? Alors, il y a une part très, j'allais dire, terre-à-terre d'ADN. Donc, j'ai pas voulu explorer la thématique sous cet angle-là, sous l'angle du transgénérationnel. Je suis resté assez basique sur une approche psy. Mais ça, c'est la psy que vous avez choisie. Sylvie Tenenbaum qui fait la postface du livre et qui essaie de synthétiser un peu tout ça. Parce que je trouve que ce que j'ai voulu faire, c'est donner des clés de compréhension ou aider les gens à se poser certaines questions dans leur position d'enfant et dans celle de parents. Parce que je crois qu'avec le temps qui avance, quand on devient parent, d'abord, ça doit nous amener à trouver une forme de tolérance avec nos propres parents. J'ai récupéré plein de citations en travaillant sur ce livre et il y en a une que j'aime beaucoup qui dit, c'est dans le portrait de Dorian Gray, on commence par aimer nos parents, ensuite on les juge et quelquefois on les pardonne. Voilà, je trouve que ça résume très très bien le livre parce que dans toutes les histoires, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme d'apaisement de mes témoins avec leur histoire familiale et en fait, ils ont réussi à maintenir une forme de fidélité tout en s'émancipant. Alors,
Il y a Marita Barly qui dit quand même qu'être fille d'eux, c'est n'être rien. Donc il faut vraiment se créer sa propre identité, c'est ça le plus important en fait. Il y a des témoignages assez forts. Par exemple, Laurent Tapie dit que très tôt, il comprend que même s'il finit président de la République, ce sera toujours moins bien que le parcours de son père. Parce que on pourra toujours lui dire c'est grâce à papa parce que c'est le point de départ qui conditionne. Bien sûr. Et il dit, moi, le point de départ n'était pas du tout le même que celui de mon... Donc il y a quand même des témoignages assez forts. C'est vous qui avez... ça fait mal au cœur d'entendre ça. Hein. Ouais. Non, mais en fait, ce qui est très difficile avec ce sujet-là, c'est que l'idée, c'est pas du tout de dire aux gens plaignez les fils d'eux. Non, pas du tout. Mais c'est juste d'expliquer que par leurs histoires, on exacerbe les sujets de loyauté familiale, de la place à trouver. C'est très dur. C'est des sujets qui nous concernent tous, effectivement, connus ou pas connus. Hein. Bien ça, sûr, c'est important de le dire. On a quand même toutes ces questions à se poser. À quel moment on revient au sujet du libre arbitre, déjà avec la question de fond qui est de savoir si on l'a vraiment un jour. Mais en tous les cas, on peut tendre à aller le trouver et l'interroger. Mais on a tous ce sujet des premiers choix de vie, les choix d'études, conditionnés soit de façon verbalisée, soit non verbalisée par nos parents, ce qu'on pense qu'ils vont attendre de nous, nos premiers choix de vie, nos compagnons, nos conjoints, inconsciemment ou consciemment, on fait tout ça en regard à nos parents. Et donc ça amène plein de questions parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui à 40-50 ans font des bilans de vie très forts ou à la suite d'un drame, d'un sujet qui les amène à s'interroger comme il n'avait jamais fait avant, se disent mais en fait je ne sais pas ce que je fous là, je ne suis pas à ma place. Et en fait c'est souvent lié à ce sujet du libre arbitre et de réponse à des injonctions familiales qui sont très fortes. Alors pour revenir sur votre titre quand même, Philippe Spanghero, au nom du clan, vous nous faites part d'un vécu très personnel à travers ce titre. Est-ce que vous en avez conscience ? Parce que en fait, vous dans le sud, hein, votre famille c'est quand même une dynastie quoi, un peu du rugby, on peut le dire comme ça. Oui, un et clan, moi quoi. je l'ai vécu comme ça parce qu'en fait, quand on grandit dans cet univers-là, on n'a pas conscience de ce qu'est le monde. Donc moi, à mon échelle, ma famille, c'était une famille importante et on me le faisait. On me le faisait toucher du doigt tous les jours. Donc voilà, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie où j'ai senti, et je parle du clan parce que en fait, pour moi, le rapport à la loyauté, il est beaucoup plus fort dans un clan que dans une famille, dans le devoir que les membres se doivent. Et donc, et chez vous, c'était plus fort, quoi. Du coup, c'est ça que vous voulez dire. Alors, je l'ai pas. On me l'a pas inculqué, mais en fait je l'ai pris vraiment pour moi. Et je raconte dans le livre qu'il y a un moment qui a été très fort où là j'ai senti un lien au clan très fort. C'est quand il y a eu le scandale de la viande de cheval. Où là, ça a été très injuste parce que c'était plus une entreprise qui vous appartenait. Mon oncle avait vendu cette société depuis 5 ans, mais le nom commercial était resté. Et là, ça a été très dur à vivre parce que ça a été très violent parce que c'est une famille qui s'est construite sur une réputation dans le monde du sport, dans le monde des affaires. Et quand on remet en question 40, 50 ans de vie professionnelle, d'engagement caritatif, sociétaux, parce que tous mes oncles, mon père ont eu beaucoup d'engagement en dehors de leurs activités professionnelles. Là, je me suis senti vraiment obligé de venir en défense du clan. Et donc, là, ça m'a repositionné aussi par rapport à ma famille sur le rôle que je pouvais jouer. Parce qu'eux, ils ont porté un autre regard sur vous aussi, en fait. En vous voyant devenir solidaire. C'était assez étrange parce que j'étais jeune. Je suis un des plus jeunes de mes cousins, cousines. Mais à ce moment-là, en fait... comme j'étais le seul qui était déjà un peu dans le monde des médias et que l'information de l'entreprise qui nous appartenait plus avait du mal à émerger médiatiquement, je trouvais ça très injuste. J'ai commencé à appeler tous les journalistes, à interpeller les gens connus qui avaient un pouvoir d'influence sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, assez vite, en quelques jours, je suis devenu, pour les médias et pour les gens qui s'intéressaient à cette affaire-là, la porte d'entrée et le lien avec ma famille. Donc, j'ai pris ça très, très à cœur, un peu trop même. Mais en tous les cas, ça a été un moment important de repositionnement dans ma famille. Est-ce que honorer le clan, pour vous, c'est forcément renoncer à une forme de singularité, Philippe Spanghero ? Je l'ai cru longtemps. Et je suis en train de me rendre compte que non. Ouais, c'est bien, parce que ça aide d'écrire des livres. Alors, il y a des trajectoires qui varient dans votre bouquin. Il y en a certains qui s'éloignent pour se construire ailleurs. Il y a Marita Barly, par exemple, ou Ariane Daguin. Il y en a d'autres qui assument l'héritage avec un sens aigu du devoir, parfois jusqu'au sacrifice, comme Pierre C. du GIGN. Vous avez commencé par choisir un peu le sacrifice ?
Et finalement, ça devient quoi, ça ? Ça devient de l'histoire ancienne. D'accord. Aujourd'hui, comment vous décririez votre positionnement ? Non, je ne l'ai pas du tout vécu comme un sacrifice. En fait, je suis resté dans la lignée. J'ai essayé de... Non, mais vous êtes mis de côté à un moment donné, en pensant... Oui, voilà. En fait, je me suis mis de côté parce que c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a une période de vie dans laquelle j'ai tellement voulu me mettre au niveau sportif, entrepreneurial, etc., qu'en fait, j'écoutais plus du tout mes ressorts propres. Et donc, ça a été la maladie de ma mère et le décès de ma mère qui a été un électrochoc. Donc, on a tous, à des moments de vie, ce que je disais tout à l'heure, un élément déclencheur. Moi, ça a été ça. Et je me suis rendu compte après coup que ça avait été, en effet, une forme de sacrifice. Et aujourd'hui, ce que je vis, moi, et ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est que on est à sa place, on est à la bonne place quand ça résonne et qu'on sent qu'on est là où on doit être. Mais pour ça, il faut savoir prendre un peu de hauteur et s'interroger. Et encore une fois, je le répète, mais c'est une histoire de famille. Mais je crois que ça rejoint beaucoup nos enjeux de société. Ça se passe entre héritage et transmission. C'est à notre place. C'est là qu'on a quelque chose à construire et qu'on doit savoir être acteur de nos vies. On a une trace à laisser et il faut s'interroger sur ce qu'on a envie d'en faire. C'est vraiment intéressant cette phrase que vous avez dit, Philippe Spanghero, on est à sa place quand ça résonne. Natacha Saint-Pierre, est-ce que nous raconte Philippe combien la transmission peut façonner un destin et comment parfois il faut s'en détacher pour mieux y revenir finalement. Ça résonne par rapport aussi à ces figures féminines, qui est aussi une autre forme de l'importance et de la transmission. Est-ce que vous avez senti ça ? Parce hors antenne, et puis vous l'aviez dit dans le podcast que vous avez fait avec Philippe, vous avez arrêté votre métier de chanteuse pendant un an, que vous aviez 24 ans, pour devenir infirmière. Vous avez pu finalement revenir à votre métier de chanteuse après, j'imagine, très enrichie, justement, parce que ça résonnait mieux. En fait, c'est drôle parce qu'on parlait d'orgueil personnel aussi tout à l'heure hors antenne. Moi, je voulais être infirmière et ce qui est étrange, c'est que c'est là où est le chemin de ma lignée. Dans ma famille, il y a beaucoup de médecins, d'infirmières, il y a beaucoup de gens dans le social et je sentais le besoin très fort de faire ça, peut-être pour me conformer aussi à ce qu'est la famille, mais j'avais l'impression que j'allais être plus à ma place là. Et surtout, en m'arrêtant, je me suis aperçue que j'avais besoin de voir quand je faisais du bien aux autres. Et donc, quand on soigne quelqu'un, on le voit aller mieux, on est là. Et c'est concret, c'est très gratifiant tout de suite sur le moment. Quand on est chanteuse, on va faire du bien aux gens, mais on n'a pas cette gratification de l'humain tout de suite. Et je me suis aperçue en fait que j'étais juste pleine d'orgueil et qu'il fallait et d'ego et qu'il fallait que je mette ça de côté et que je fasse ce pourquoi j'étais faite, qui est donc chanter. Et c'est à partir du moment où j'ai pu le comprendre, le formuler, au moins dans ma tête, que j'ai voulu revenir à la musique. Que ça a commencé à résonner, quoi. Ouais. Finalement. Mais ça résonnait avant déjà, sauf que peut-être vous entendiez pas. Ça résonnait avant, mais j'entendais pas parce que quand j'étais petite, on m'a appris le sens de l'effort, de la discipline. Et comme pour moi, chanter, c'est facile, comme je n'avais pas l'impression de travailler, de faire des efforts, je n'avais pas besoin d'avoir de grande discipline pour performer dans mon domaine, j'avais l'impression que je faisais rien, en fait, que je m'amusais, que j'étais frivole. Ça s'appelle le sentiment d'imposture. Travailler pour que quelque chose en vaille la peine. Ça, c'est un truc propre aux femmes, quand même, beaucoup. Vous le savez, ça que souvent... Je sais pas, mais en tout cas, c'est un truc propre à ma famille, en tout cas, parce que là, on parle de lignée familiale avec Philippe. Qui, eux, ils ont fait 12 ans d'études. Je suis entourée de gens qui ont fait... Et c'est un mot qui revient souvent dans mon vocabulaire. Quand quelqu'un ne va pas au bout des choses, je les trouve non disciplinés. Parce que, pour moi, la discipline passe avant le plaisir personnel. Mais peut-être que c'est moi qui ai tort, en fait. Peut-être qu'il faut un juste milieu et qu'il faut que je me libère un peu de cette lignée familiale. Non, mais c'est drôle parce que c'est fait partie de mon introduction sur ce que je souhaite garder et ce que je souhaite pas garder de mon héritage. Et en fait, le goût de l'effort est un vrai sujet par rapport à ça. On va pouvoir continuer cet échange dans une seconde. Des talents qui brillent, des idées qui font vibrer, c'est excellent sur Sud Radio ce soir. La voix, le rugby, l'entrepreneuriat, l'écriture, avec Natacha Saint-Pierre et Philippe Spanghero. Vous restez avec nous.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. L'excellence française se donne rendez-vous chaque dimanche sur Sud Radio et c'est excellent. Au programme ce soir, Natacha Saint-Pierre avec son bel ouvrage Mes très chères saintes paru aux éditions du Rocher. Et puis son prochain album apparaît le 26 septembre, Ma plus belle histoire d'amour. À ses côtés, Philippe Spanghero, ancien rugbyman, entrepreneur, auteur, animateur qui publie Au nom du clan. C'est aux éditions Alizio. Alors Natacha, on va écouter 2 petits extraits de votre album tout de même. Ma plus belle histoire d'amour, l'album à sortir le 26 septembre prochain de Natacha Saint-Pierre sur Sud Radio. Alors Natacha, 2 reprises, mais qui ne sont pas vraiment des reprises, je voudrais le dire quand même. Ah oui ? Ouais, je trouve que vous êtes complètement accaparé les chansons. Et j'ai oublié Nino Ferrer, quand je vous écoute reprendre Le Sud, par exemple, qui est une chanson qui est sortie en 1975 et qui fait vraiment partie de notre patrimoine culturel français, musical. Et on oublie que c'était lui avant quand même, quand on vous écoute. Parce qu'il y a une émotion, on sent que vous n'êtes pas là pour l'imiter, quoi. Je suis pas là pour les imiter, je suis là pour montrer qui je suis réellement. Ces chansons, je les ai choisies un peu comme... en fait, c'est des chansons doudou. Je dis souvent cette sensation qu'on a quand on retourne dans la maison familiale où on a grandi, où on connaît tous les recoins, où on connaît les vieilles couvertures, où on est bien. Je me sens exactement comme dans cette maison, dans chacune de ces chansons, parce que je les connais depuis toujours. Et donc, je voulais que vous me voyiez moi, réellement, à travers... et qu'en même temps vous reconnaissiez les chansons, parce que trop les dénaturer, c'est pas drôle non plus, parce que je les ai choisis, parce que je les aime. Donc il y a J'ai 2 amours de Joséphine Baker, ça c'était en 1930, c'est Henri Varna quand même les paroles, avec Géo Cogé. C'est pareil en fait, on se dit, quand on se retrouve devant un monument comme ça, on doit avoir un peu peur au départ, et finalement on s'en sort en étant soi, quoi. C'est ça que vous nous donnez, c'est être vous-même. Ça fait à peu près 2 ans où je m'aperçois tranquillement que la perfection n'est pas de mise. J'ai toujours cru qu'il fallait être parfaite pour qu'on m'aime. Parfaite à l'école, parfaite à la maison, parfaite dans la musique. Et je m'aperçois qu'en fait, pour qu'on nous aime, il suffit d'être humain. Il faut être soi, quoi. Ouais, être vrai. Et je laisse un peu de côté le désir de perfection et je m'aperçois que personne ne m'a jamais mis la pression. C'est moi qui me la suis mise toute seule, qui ai inventé tout ça. Et que finalement, en étant moi-même, je me permets aussi d'aller vers d'autres horizons que j'aurais peut-être pas osé explorer. Et comme je suis une grande fan des traditions, les traditions me permettent de rester malgré tout ancrée. Donc je voyage et je reviens à la maison. Et on voyage avec vous d'ailleurs. Il y a aussi, parce qu'on parle d'héritage depuis tout à l'heure dans cette émission et de transmission, vous êtes quand même relié à un fort héritage de notre culture française aussi. Oui. Et c'est aussi une manière de lui rendre hommage, quoi. À ces grands noms, à ces époques incroyables finalement, qu'on aimerait presque pouvoir revivre. Voilà, vivre, pas y vivre pour la place qu'avait la femme, mais y vivre pour la mode, l'élégance, la musique, le foisonnement des arts. Oui, il y a plein d'époques qui sont très belles et qu'on peut encore visiter à travers l'art, à travers l'histoire. Et la musique est une bonne façon de visiter ces époques. Et m'approprier ces chansons-là, le temps d'un album, d'une tournée, c'est me permettre de voyager dans le temps, de voyager dans mes rêves d'enfant. Et je garde les pieds sur terre. Oui, parce que c'est un patrimoine musical qui vous a construite, en fait, aussi, vous. Mais oui, toutes ces chansons-là font celle que je suis. Si j'avais pas écouté Joséphine Baker, il y a des choses que je n'aurais pas fait musicalement. Et vocalement aussi, on imagine. Et vocalement aussi. Parce que là, c'est très accroché. Hein. Et c'est la même chose pour Diane Tell, c'est la même chose pour Daniel Lavoie, pour Nino Ferrer. Donc, toutes ces chansons-là, elles existent en moi, un peu. Bien sûr.
Gantel, je l'imite très bien, moi, si j'étais un homme. Allez-y, mais je n'attends que ça. Non, parce que j'ai imité Jeanne Masse et ça a été un désastre. Ouais. Vous avez chanté en rouge et noir, c'est ça? Écouter. Ah là là. Et comment elle a réagi alors? Plutôt bien. Bon, bah ça va. Elle a dû se sentir honorée de vous entendre. Presque. Vous avez fait avec l'accent ou pas? Oui, oui. Il faut donc rajouter imitateur à la liste de ses nombreuses qualités. Vous, Philippe Spanghero, on l'a dit, vous avez grandi dans une famille, le rugby, dans cette famille, c'est presque la langue maternelle en fait, j'ai envie de dire. C'est votre langue usuelle, quoi. Oui. C'est pas n'importe quelle famille. Est-ce que vous pensez que... je peux te dire un petit peu de votre famille d'ailleurs quand même. Vous êtes le fils de Guy Spanghero, c'est l'ancien joueur du Racing Club Narbonnais. Il y a vos oncles Walter et Claude Spanghero qui sont des légendes du rugby français. Vous êtes... votre frère aussi était brillant. Et vous êtes un ancien joueur professionnel de rugby à 13 puis à 15. J'ai envie de dire que c'était votre langage courant. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, finalement, où vous avez continué cette forme de match, parce que c'est un match permanent aussi, on imagine les dîners de famille. Est-ce que ça s'est retranscrit dans les engagements que vous avez pris ensuite en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça s'est retranscrit dans votre manière de faire du business, etc. Énormément. Ouais. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, moi je me suis construit, mon frère est beaucoup plus âgé que moi, on a presque 10 ans d'écart. Donc j'ai vécu avec mon père les débuts de mon frère, les premières sélections nationales, le rugby professionnel, et donc je voyais cette relation qui se créait entre eux. Et en fait, je raconte dans le livre, j'ai pas à leur en vouloir parce que ils ont toujours été assez bienveillants et même assez adroits en me mettant aucune pression. Mais moi, inconsciemment, je me suis construit en me disant que mon père m'aimerait pas de la même façon, que j'aurais pas droit au même regard que celui qu'avait mon frère si j'avais pas le même niveau. Et donc, quand arrive le constat à faire froid que le train est passé sans moi, parce que même si j'étais professionnel, quand on est conditionné dans les centres de formation des grands clubs, les sélections nationales jeunes, etc., on vise que le top. Donc, se dire qu'on va être un joueur moyen, ce qui était mon cas, c'était très dur à vivre. Et là, je me suis reconverti tout de suite dans le business. J'ai pris une décision radicale. J'ai créé mon entreprise à 23 ans. Et là, avec une forme d'urgence en me disant, grosso modo, j'ai pas été au rendez-vous de la première carrière. Mais comme ma famille, en plus de l'héritage dans le sport, a été une famille de belles réussites entrepreneuriales. Je me suis dit, voilà, là j'ai ma dernière cartouche à tirer, il ne faut pas que je la loupe. Et c'est ça qui a facilité cette transition, parce que c'est pas facile quand on a été grand sportif, quel que soit le niveau, mais vraiment comme vous l'avez été, très engagé, de tourner la page ou de continuer sur autre chose derrière. Mais ça a été plutôt facile parce qu'en fait, j'ai senti que continuer serait douloureux. Donc, oui, donc c'était plus facile de tourner la page. Ouais, et ça, à 23 ans, vous aviez déjà consciemment cette réflexion? Oui. Ouais. Je l'ai conscientisé, ça a été très très rapide. Et poussé par justement cette urgence provoquée par la vision de votre père et de votre frère qui, eux, allaient ensemble dans un chemin où finalement, qui n'était peut-être pas fait pour vous en fait. C'est la question aussi du livre, c'est est-ce que je me suis posé ces questions-là, est-ce que j'étais vraiment passionné par ce jeu pour en accepter les sacrifices, parce que c'est quand même des années de vrais sacrifices. Donc que le rugby, le monde du rugby m'a apporté énormément parce qu'en fait, ça a forgé à moi la certitude qu'on n'est rien sans les autres. Et en ça, c'est un sport très particulier parce que c'est le seul sport de combat collectif. Donc en fait, on sait qu'on va souffrir avant de rentrer sur un terrain. On l'acte, on le sait. Et donc, le postulat, c'est la confiance. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société de défiance. La confiance vient très tard. On ne la donne pas spontanément. Dans un vestiaire de rugby, tu es obligé de la donner à ton coéquipier parce qu'il va à un moment se faire mal pour toi, tu vas à un moment te faire mal pour lui. Donc, la confiance peut se perdre et se rompre, mais le postulat, c'est la confiance. Ça, j'ai beaucoup aimé ça dans cet univers. J'ai beaucoup aimé la vérité des relations humaines parce que dans un vestiaire on ne triche pas trop et sur un terrain non plus, donc ça m'a aidé à grandir en tant qu'homme. Mais la vraie question, c'est ce jeu de rugby, les sacrifices que j'ai fait pour lui, est-ce que c'était par passion ou pas? J'ai encore cette interrogation. Vous ne savez pas encore. Alors tous les deux, sur cette idée de transmission, on parle depuis tout à l'heure de ce que vous avez reçu et de ce que vous retransmettez, etc. Mais qu'est-ce que vous avez envie l'un et l'autre, personnellement, de laisser en héritage si vous devez en laisser un? Natacha Saint-Pierre. Malgré tout ce que j'ai appris, malgré les choix que j'ai faits avant et après, je pense que
le goût de l'effort et de la discipline mesurée. Voilà ce que je voudrais transmettre. D'accord. Et vous, Philippe Spanghero ? Le sens de l'engagement. Parce que j'ai 40 ans, ça fait 17 ans que j'entreprends des choses, que j'ai eu l'occasion de me confronter à ça, à cette question souvent. Et en fait, on a tendance à trop chercher les réponses à l'extérieur, de façon générale. Et en fait, c'est un chemin qu'on trouve les réponses. Et donc, voilà, j'essaie de sensibiliser. Je suis intervenu pas mal auprès de collégiens, de lycéens, pour parler aussi de la façon dont le sport pouvait être une voie dans l'engagement pour trouver des réponses. Apprendre à se dépasser aussi, Apprendre à se dépasser, à vivre ensemble, etc. Et ça, c'est vraiment ce que je porte en ce moment, parce que j'ai beaucoup d'engagement caritatif aussi. Et vous dormez parfois, Philippe Spanghero ou... Oui, mais là, pas beaucoup, mais en ce moment, j'ai beaucoup d'activités. Mais parce qu'en fait... Parce que moi, vous écoutez déjà, juste ne serait-ce qu'en vous écoutant, j'ai le tournis. En fait, je réponds aussi à... Je me fais du bien à moi, parce qu'à un moment, j'ai calmé ça, mais j'étais très sensible, et en fait, je culpabilisais énormément, parce que je sentais que j'avais beaucoup de chance. Je n'arrivais pas à l'expliquer. Et donc, j'étais pas heureux d'avoir ce que j'avais. C'est un peu comme le sentiment de facilité qu'a eu Natacha au départ avec la chanson. C'est-à-dire que quand c'est facile, on se sent coupable, en fait. Alors que c'est juste qu'on a un don, j'ai envie de dire. Facile, on a le droit d'avoir un don aussi. Ouais. En fait, j'ai l'impression que il faut mériter les choses dans la vie, alors que... je pense que c'est ça qu'il faut apprendre, c'est que... l'amour, en tout cas, ça ne se mérite pas. Ça s'offre. Voilà. Mais il y a un vrai sujet dans les lignées, c'est qu'on associe le mérite à la douleur. Oui. Et en fait, ça, c'est très vrai dans le sport. Et la question aussi que je pose, c'est que on peut avoir du mérite et faire des choses, trouver le sens de l'engagement, mais mettre en perspective ce rapport à la douleur. Tout n'est pas douloureux. Et on peut accueillir quelque chose de bien sans avoir souffert pour l'acquérir. Ceci étant dit, je me permets, je vous écoute, parce que mon papa, qui est aussi un grand sportif, mon frère aussi, ils nous ont toujours dit, il n'y a que ceux qui font rien qui se font pas mal. Et ben voilà. Eh bien, vous restez avec nous. On va revenir pour la fin de l'émission. C'est excellent sur Sud Radio, vous l'aurez compris. Vous découvrez ceux qui font battre le cœur de l'excellence française, et puis un peu le nôtre aussi quand même. On vous est en compagnie de la chanteuse et auteure Natacha Saint-Pierre, et puis du rugbyman, consultant, auteur, animateur, entrepreneur, tout ce que vous voulez. Philippe Spanghero. Allez, à tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous êtes sur Sud Radio et nous partageons ce moment avec vous comme chaque dimanche. C'est excellent. Encore un petit moment du coup à passer ensemble avec Natacha Saint-Pierre et son bel ouvrage Mes très chères saintes, c'est sorti aux éditions du Rocher. Et puis il y a son prochain album qui sort le 26 septembre. Ma plus belle histoire d'amour, avec aussi Philippe Spanghero qui est ancien rugbyman, entrepreneur, animateur, auteur, qui publie lui Au nom du clan. C'est aux éditions Alizio. Alors encore un petit moment, je vous le disais, qu'est-ce que dans quelques minutes vous allez retrouver votre chronique Parlons de vous qui est dédiée aux personnalités qui s'engagent, mais en attendant, c'est le portrait chinois. Vous êtes prêts, messieurs, dames ? Prêts. Natacha Saint-Pierre, il faut répondre rapidement, sans trop réfléchir. Okay. Si vous étiez une chanson ? Mon Dieu, la seule qui me vient, c'est celle de Ginette Renaud, et moi je ne suis qu'une chanson. Ça vous va bien ? Ben voilà. C'est un peu comme ça que vous vous considérez, non ? Plus maintenant, mais pendant longtemps, j'ai eu du mal à trouver qui j'étais quand j'enlevais le qualificatif de chanteuse. Philippe Spanghero, si vous étiez un maillot mythique ? Maillot mythique, je vais rester là pour le coup dans la pure loyauté, le maillot de Narbonne des années 70. D'accord, pourquoi ? Parce que c'est là-dessus que... On le dit pour les auditeurs parce qu'ils ne le savent pas quand même. C'est sous ce maillot que ma famille a trouvé son statut social et a trouvé sa place en France. Natacha Saint-Pierre, si vous étiez une époque ? Je serais probablement l'entre-deux-guerres. D'accord. Époque très florissante où tous les rêves étaient permis. C'est-à-dire les années 20, début des années 30, quoi, c'est ça ? Je dirais même les années 40. Ouais. En termes de création artistique, etc. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les années 40, par exemple ? Un exemple qui vous vienne comme ça ? J'aime bien l'art déco, j'aime bien l'élégance de l'époque, j'aime bien toute la période industrielle des années 50 où on va se permettre de rêver, où les gens vont vivre correctement. On sort d'années où les gens étaient dans la misère et là ils vont pouvoir enfin respirer. Philippe Spanghero, si vous étiez un objet ?
Là, malheureusement, mon téléphone. Pourquoi ? Parce que je soigne mon addiction, mais... c'est la continuation de votre main, c'est ça, ou de votre cerveau ? C'est un outil de travail qui est quand même devenu assez incontournable, donc... Il est tout le temps avec vous, quoi. Trop. Ouais. On a tous un vrai... On peut en parler 2 minutes, quand même. On a tous un vrai souci avec ça, et puis nos enfants, n'en parlons pas. Mais je me suis mis les timers. D'accord. Ah, donc, vous vous auto-arrêtez ? Oui. D'accord. Et vous faites pareil avec vos enfants, du coup, j'imagine ? J'essaie. Ouais. C'est un vrai sujet, le téléphone portable, Natacha Saint-Pierre. C'est un vrai sujet pour moi aussi. Je ne veux pas savoir mon temps d'écran. J'y passe trop de temps. Et en même temps, j'utilise plus mon ordi. Bon. Donc, l'un dans l'autre. Voilà. Natacha Saint-Pierre, si vous étiez un lieu ? Si j'étais un lieu, je serais le bord, une plage, le bord de mer. Je pensais que vous alliez dire une église, mais non, j'ai grandi au bord de l'eau et j'adore l'eau. Voilà. C'est apaisant, l'eau. Ouais. C'est un élément important. Philippe Spanghero, pardonnez-moi, si vous étiez un média ? La radio. Ouais. Vous aimez la radio, hein ? J'ai toujours beaucoup aimé la radio, même si je trouve que je vois dans les comportements avec l'image, les réseaux sociaux, les caméras, qu'on a perdu un peu de spontanéité avec certains invités. On est plus en représentation qu'avant. On est plus en représentation qu'avant, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant. Je suis assez d'accord. Moi aussi, j'aurais choisi la radio, je pense. Natacha Saint-Pierre, si vous étiez un sentiment ? Je saurais la compassion. Ah oui, ça vous va bien. Ouais. Je suis bien d'accord. J'ai pas d'autres questions à poser du coup. Merci. Philippe Spanghero, si vous étiez un super pouvoir ? L'amour, c'est un super pouvoir ? Oui. Je serais l'amour. D'accord. C'est un super pouvoir, l'amour ? Dans ce monde-là, si on avait le super pouvoir de toucher les gens, de leur faire prendre conscience de la puissance de la chose, je pense que ça réglerait beaucoup de nos problèmes. D'accord. Moi, ça me va. Donc, plus de questions non plus. Il en reste un peu quand même. Natacha Saint-Pierre, quel était votre rêve d'enfant ? Ah, mon Dieu, mon rêve d'enfant. Je sais pas. Réfléchissez pas trop. Hein. Je voulais être biologiste, je voulais être infirmière, je voulais faire de la les organismes apprendre, vivants. En fait, apprendre m'a toujours passionnée, ouais. Philippe Spanghero, est-ce que vous aviez un surnom sur le terrain ? Spangy. Ah, ça vous va bien ? Ça résonne encore un peu des fois ? Il y en a encore qui vous appellent comme ça ? Souvent, les copains de la première heure du sport-études, du centre de formation. Ouais. Allez, c'est la dernière cette fois-ci, vraiment. Natacha Saint-Pierre, 3 mots pour vous définir. Oh, c'est drôle, c'est difficile de s'auto-définir. Je dirais orgueilleuse, réaliste et courageuse. Ok. Philippe Spanghero, 3 valeurs qui vous définissent. J'espère l'honnêteté, la force de travail et l'empathie. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. C'est l'heure de Parlons de vous. On se retrouve après, chères auditrices, chers auditeurs, pour la fin de l'émission. Natacha Saint-Pierre, Philippe Spanghero, vous restez avec nous encore quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, Parlons de vous. Judith Belair. Dans Parlons de vous sur Sud Radio, on met en lumière les talents et les initiatives qui comptent vraiment. Aujourd'hui, je reçois pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, Myriam, qui est kinésithérapeute, ostéopathe, maxillofaciale depuis plus de 15 ans et aussi fondatrice de l'application Maxillo. Bienvenue Myriam. Merci, bienvenue Judith. Avec plaisir. Alors, une question simple, Myriam, qu'est-ce que c'est la Maxillo ? Qu'est-ce que c'est Maxillo tout court en fait ? Alors en fait Maxillo c'est un terme médical qui regroupe en fait tout ce qui va venir toucher à la face, au maxillaire, donc au niveau du bas du visage. D'accord. Et moi plus précisément, ce qui me tient à cœur, c'est le positionnement de la langue justement dans la bouche, qui a énormément d'impact sur la sphère donc du visage, mais aussi sur la respiration, sur la posture, sur beaucoup de points. Donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que la position de notre bouche et de notre langue, elle change notre manière en fait de se tenir, de parler, de se concentrer. Exactement. Même peut-être. Exactement. En fait, si tu as une langue basse ou mal positionnée, tu auras forcément des répercussions directes sur déjà la croissance de ton visage, des petites. On pourra noter des asymétries au niveau des mâchoires, ce qui pourra plus tard entraîner des douleurs au niveau des mâchoires. Et donc, tu sais, c'est cette petite douleur, le matin, on se réveille et on serre les dents, on grince les dents, tout ça, ce qui s'appelle le bruxisme. Ouais. Ça, c'est dû à la langue, mais aussi une langue mal positionnée, si tu veux, tu vas
vas pas bien respirer. Et donc, tu es sûr que la nuit, tu peux développer des ronflements, mais aussi de l'apnée du sommeil, qui est un cas qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui en France. D'accord. Et donc, c'est pour ça que vous avez créé Maxilo. C'est une application qui nous permet en fait de faire les exercices nécessaires pour éviter ce genre de problème, ou en tout cas se recadrer, quoi. En fait, c'est ça. En fait, pourquoi je l'ai créé, c'est que déjà en étant kiné-ostéo depuis plus de 15 ans, je vois que les délais pour un patient, pour prendre un rendez-vous avec son kiné spécialisé, c'est hyper long, c'est compliqué, il faut se déplacer, on est peu en France. Donc du coup, c'est déjà avoir un moyen de prendre un rendez-vous. Et donc Maxilo propose une prise en rendez-vous en vidéoconférence directement dans l'application. Voilà, directement. Et puis surtout, mine de rien, rééduquer sa langue, c'est réapprendre un automatisme. Et ça, c'est quand même un peu rébarbatif. Et moi, au lieu de donner des simples bouts de papier, parce que c'est une rééducation qui touche les enfants jusqu'à l'adulte, et juste au lieu de donner des bouts de papier après que le patient ait réussi à avoir un rendez-vous et qu'il reparte avec ce bout de papier et sans rien d'autre, en fait, j'ai voulu créer Maxilo pour avoir ce côté ludique, des vidéos, une caméra pour se voir en même temps que faire les exercices, il y a un dessin animé, il y a les prises en plus de rendez-vous, mais voilà, j'ai voulu créer quelque chose de ludique et de simple à l'utilisation. Alors, ça fait combien de temps que c'est créé ? Vous avez combien d'abonnés ? Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans que je bosse H24 dessus. Vous travaillez toute seule, Myriam, c'est ça, hein ? Ouais, je travaille toute seule. J'ai créé ça toute seule en plus de mon activité à côté. Au cabinet. Et aujourd'hui, je suis très contente d'annoncer que j'ai 2000 abonnés aujourd'hui. Sans avoir fait aucune com, en fait, hein, c'est ça qui est étonnant. Exactement. Ouais. C'est là, je suis d'ailleurs un grand merci de m'inviter parce que c'est un peu la première fois que je fais une com où c'est sans com, c'est toute seule à essayer de c'est pas évident de maîtriser les réseaux. Moi je suis professionnelle de santé avant tout, mais je découvre cette casquette là aussi en tant que créatrice de l'application. Voilà, quelques mots, Myriam, justement, sur les startups. C'est plus dur, on est d'accord, pour les femmes créatrices de startups de trouver des financements. Il y a un problème, du coup, il faut trouver d'autres moyens. C'est par des recherches de partenaires, d'autofinancement. Il y a le défi d'être une femme à la tête d'une entreprise aujourd'hui, quoi, une jeune entreprise comme la vôtre. Ouais, je découvre ça, c'est le défi d'être une femme à la tête de l'entreprise, de concilier un pro, un perso, et c'est surtout de maîtriser et d'aller à la recherche de partenariats comme là des partenariats où effectivement des investisseurs qui croient au projet et qui permettrait surtout, l'objectif c'est donner accès et une visibilité à tous ces patients qui ne savent pas qu'il faut rééduquer leur langue, tout simplement pour limiter bien nombre de récidives et de soucis et d'aggravement de la santé. Ouais. Et alors, du coup, on est d'accord que sur la population française aujourd'hui, il y en a un énorme pourcentage qui a ce problème-là, si ce n'est la majorité, quoi. Ouais, c'est plus que la majorité. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 80% de la population où si je demande dans la rue, mais elle est où ta langue dans la bouche et est-ce que tu souffres de ronflements, de douleurs ou juste un mauvais alignement dentaire, on est plus de 80% de la population en France. Donc ça pourrait nous faire éviter le dentiste, en fait, c'est ça que vous nous dites ? Enfin, en tout cas, l'orthodontiste. Mais surtout l'orthodontiste, les récidives, les traitements où tu mets les bagues et après, il faut les remettre. Tout ça, ça évite ça. Et surtout que mon application est prise en charge par la Sécu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu as un rendez-vous chez ton dentiste, il te dit que tu bois mal, parce que là, quand tu bois, tu peux encore boire comme quand tu étais petite en faisant une succion. Et imaginons que le dentiste, où je fais de nombreuses conférences pour sensibiliser aussi toute la sphère médicale pour qui deviennent prescripteurs, ils te prescrivent une ordonnance et aujourd'hui, moi, je te prends en charge grâce à mon statut de kiné pour les visios. D'accord, merci beaucoup Myriam. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe maxillofacial, que vous avez créé une application qu'on recommande à tout le monde. Maxilo, c'est téléchargeable sur l'App Store, vous êtes en recherche de financement et puis c'est une donnée pour la santé publique incontournable, évidemment. Merci beaucoup d'être venu dans Parlons de vous aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, chers amis. Des parcours inspirants, des idées qui bougent, des engagements qui font la différence. Mais surtout, souvenez-vous, derrière chaque titre, chaque fonction ou chaque médaille, il y a des femmes et des hommes qui se lèvent tous les jours pour agir comme Myriam. Bisous. Sud Radio, Parlons de vous, Judith Belair.
C'était excellent, merci à tous les deux d'être venus partager avec nous aujourd'hui. Natacha Saint-Pierre, je rappelle votre livre, Mes très chères saintes, c'est aux éditions du Rocher, je le recommande. Et puis on a hâte, votre album Ma plus belle histoire d'amour, c'est le 26 septembre. On imagine que vous allez faire des concerts. Et oui, je pars en tournée dans toute la France, la Belgique, partout, je serai pendant toute l'année 2026 encore. Voilà. Ouais. Donc on peut tout trouver déjà sur Internet. Tout trouver. Bien sûr. Philippe Spanghero, je recommande aussi votre livre Au nom du clan, c'est aux éditions Alizio. Et puis on peut vous retrouver tous les week-ends sur Sud Radio. C'est ça. À quelle heure? Dites, donnez des infos. Le vendredi soir, j'ai une petite chronique à 20h15. Le samedi, 19h-20h. Le dimanche, 18h-19h. Voilà. Donc on se qu'il habite ici. Voilà, c'est ça. Allez, merci à tous de votre fidélité à cet excellent, votre émission sur Sud Radio. On se retrouve dès dimanche prochain à 19h pour découvrir de nouveaux destins excellents. Et puis le samedi, mes chères auditrices, chers auditeurs, à 13h30, Parlons Femmes. Merci à Daisy qui réalise pour vous ce dimanche. Bisous, c'était excellent.